B. Exploiter les territoires. Une fois la conquête définitive, arrive le temps de l'exploitation économique. Elle consiste d'abord par une appropriation L'exploitation économique et l'appropriation du sol se fait de façon différente selon les cas. Effectivement, lorsque l'on est face à une colonie de peuplement, c'est-à-dire où on envoie beaucoup de populations blanches, on assiste à une dépossession légalisée des terres indigènes. Ainsi, les 2/3 des terres algériennes passent des mains de populations locales à ce qu'on appelle les pieds noirs en l'espace d'une cinquantaine d'années. Ce mécanisme de dépossession se retrouve en Afrique du Sud, au Kenya ou en Rhodésie. Dans le cas des colonies de peuplement, je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, le processus est plus complexe. Effectivement, les Européens ne vont pas du tout apporter de modernisation ni de changement au statut de la terre. Ils laissent les petites propriétés se maintenir et se concentrent sur les structures commerciales et de transport afin d'assurer la valorisation et afin d'assurer la collecte, puis le transport du produit jusqu'en métropole où il sera valorisé. Les cas de l'Indochine et du Congo belge sont une exception, puisqu'on voit s'établir une grande propriété terrienne aux mains de quelques propriétaires européens, notamment le roi des Belges, qui possédait en son nom propre un tiers du territoire. Il y développa la culture du caoutchouc dans des conditions particulièrement dramatiques, puisque les populations qui ne pouvaient pas, puisque si les rendements n'étaient pas atteints, les cueilleurs se voyaient couper les mains de façon très spectaculaire. Cette punition terrible avait pour but d'éduquer le sauvage. On voit donc là, bien sûr, toutes les limites du discours colonial assimilateur. Dans les colonies de peuplement, comme l'Algérie ou l'Afrique du Sud, ce sont des petits et moyens propriétaires blancs qui dominent. Après cette prise de possession des terres, directe ou indirecte, commence véritablement une valorisation des ressources locales, notamment minières. Celle-ci reste timide jusqu'en 1914. C'est la guerre qui va précipiter cette valorisation, car notamment les puissances anglaises et françaises ont besoin de charbon et de fer. C'est notamment le cas de la France qui est privée de ces mines du Nord du fait de l'invasion allemande de 1914. Si les colonies sont des marchés sur lesquels, si les colonies sont des territoires dont on veut exploiter les matières premières, c'est aussi un marché colossal à conquérir. L'Asie, très riche encore au XIXe siècle, devient un marché important pour les produits occidentaux, à tel point que certaines industries traditionnelles vont disparaître, comme celle du textile. Les Occidentaux exportent vers les colonies ou les États affaiblis des produits à haute valeur ajoutée, comme l'opium en Chine. Ils construisent rapidement de vastes réseaux de voies ferrées qui permettent une bonne administration des territoires, souvent très vastes et densément peuplés comme en Inde, en s'appuyant sur une main-d'œuvre locale presque infinie. Ils importent des produits coloniaux indispensables à l'industrie européenne, comme le coton, la jute, l'EVA, les minerais, l'or, le fer, le charbon. En Afrique, tout est à faire, puisque l'économie monétaire et les industries étaient presque totalement absentes, à l'exception de l'Afrique du Nord.
Les Européens construisent donc les premières voies ferrées. Tout accès du littoral vers l'intérieur est destiné uniquement à apporter vers les ports les richesses de l'arrière-pays. Ces ports deviennent rapidement des villes principales de ces nouveaux territoires. Abidjan, Dakar, Lagos sont des exemples de villes macrocéphales qui écrasent totalement les réseaux urbains locaux. Ce trait caractéristique est encore vérifiable aujourd'hui, malgré 50 ans d'indépendance. Cette mise en valeur des colonies se fait essentiellement avec la main-d'œuvre locale, car à l'exception de quelques colonies de peuplement comme l'Algérie ou l'Afrique du Sud, peu de colons viennent s'installer outre-mer. Il faut donc imposer aux populations locales souvent récalcitrantes le travail forcé, qui s'apparente à une nouvelle forme d'esclavage. Le travail forcé consiste en différents moyens d'obliger l'indigène à offrir gratuitement sa force de travail pour réaliser des travaux ou pour l'administration locale. Les entreprises privées peuvent également bénéficier de ce travail forcé, sous la forme de réquisitions et de véritables corvées de type médiéval. Ce système est codifié par le Code de l'indigénat, d'abord appliqué en Algérie, puis étendu à l'ensemble de l'Afrique française.